discuter, évoquer des questions, des problèmes particuliers avec moi a été particulièrement fourni. En gros, entre midi et 17h, j'ai pas eu une seconde pour souffler. Mais j'en suis heureux. Ça veut dire que beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants sont venus. Alors, ces séquences ne sont pas spécialement réservées aux habitants du quartier, même s'ils sont de loin les plus nombreux à venir, évidemment. Mais on a pu aborder aussi d'autres thématiques sur d'autres quartiers, mais beaucoup de thématiques sur les aubépins. Ça me permet aussi de nourrir mes réflexions et nos échanges pour le soir. Beaucoup de celles et ceux qui sont venus cet après-midi m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas revenir ce soir. Certains sont là, en revanche, donc je les en remercie. Et on va pouvoir comme ça commencer. Traditionnellement, ces réunions de quartier, donc on considère qu'il y a 13 quartiers sur Châlons, nous permettent d'aborder un certain nombre de points. Je vais vous faire une présentation de ce qui a déjà été mis en place sur le quartier, et puis surtout, j'essaie de la faire la plus courte possible pour qu'on puisse avoir des échanges. Je vous reçois aux côtés de Bruno Legourd, maire adjoint, et puis je salue également les élus qui sont là, fidèles aux réunions. Alors un premier point peut-être pour quelques grandes caractéristiques du quartier des Aubépins, pour en redonner, mais non, vous le connaissez très bien. C'est un quartier qui aujourd'hui compte environ 2500 habitants. Alors c'est un quartier qui, comme vous le savez, avec les restructurations opérées par le PAC, a perdu des habitants. Mais c'est un quartier qui, en revanche, n'a pas perdu son caractère naturel. J'ai toujours l'habitude de rappeler que quand on regarde une carte de Châlons, il y a une immense masse verte au milieu de la ville, et c'est les Aubépins. Parce que ce quartier, qui a été le premier quartier d'habitat social de la ville de Châlons dans les années 50, et je parle en présence de l'historienne du quartier des Aubépins, Thérèse Besset, par ailleurs présidente de l'association de la maison de quartier. Ce quartier des Aubépins, il est dans un parc, voilà. Et c'est un caractère important. Alors, ça donne un cachet particulier. C'est vrai que là, on n'a pas de problème de verdissement sur ce quartier. Il est déjà très vert. Parfois, ça peut amener aussi un peu d'animation, notamment lorsque les corbeaux coassent trop fort. C'est une question qui m'a été posée cet après-midi. Mais en tout cas, c'est quand même une chance. On peut tout de même retenir ça. C'est une chance d'avoir une verdure à ce point développée, des arbres magnifiques, parce qu'évidemment, ils ont eu le temps de pousser pendant toutes ces décennies. Et à ce titre-là, je considère que voilà, c'est pour notre ville, en tout cas, un atout particulier. C'est un quartier dont la sociologie est intéressante, puisque à 53%, ce sont des adultes seuls qui vivent dans le quartier. Donc on est sur... là pour le coup c'est intéressant parce qu'on ne peut pas s'imaginer, et c'est pourtant la moyenne pratiquement de Châlons, qu'on a plus de la moitié des logements de Châlons qui sont occupés par une seule personne. Et c'est une vraie thématique, et d'ailleurs je remercie nos représentants des grands bailleurs sociaux qui sont là. Et c'est une thématique qui compte aussi lorsqu'on décide d'aménager les habitats ou de réaménager les habitats existants. Entre les personnes vivant seules et les familles monoparentales, c'est 2/3 des habitants du quartier. Vous voyez un petit peu ce que... Voilà, c'est quelque chose de très fort. Et ça depuis longtemps. Donc c'est vrai que dans les configurations des logements, ça compte aussi. Quand on essaie d'imaginer comment on peut imaginer les logements de demain, c'est souvent des logements moins grands que ceux, en moyenne, je dis bien, il faut toujours des grands logements aussi, mais des logements moins grands que ceux qu'on pouvait avoir il y a quelques décennies, parce que les compositions familiales ont changé, et à ce titre-là, il faut en tenir compte. En tout cas, voilà, 2/3 entre les adultes seuls et les familles monoparentales, c'est effectivement des données qui comptent. Voilà, donc, et évidemment, 54,7% des habitants du quartier sont des locataires dans le parc social. Là aussi, c'est un grand quartier d'habitat social, c'est sa tradition, sa vocation depuis les années 50, et ça demeure, donc ça doit aussi guider un certain nombre des politiques que nous conduisons. Alors comme j'ai l'habitude de le faire, je vous redonne un bilan des travaux qui ont pu être menés dans ce quartier, parce que les travaux, c'est les impôts. Donc quand on est élu, on rend compte de l'emploi de l'argent public, c'est très important. Et à ce titre-là, je le fais dans l'ensemble des quartiers. On a eu des travaux sur les écoles, j'y reviendrai parce que c'était une thématique importante, des écoles qui nécessitaient, alors on a
En fait, on a décidé depuis quelques années de consacrer environ 1 million d'euros chaque année à la rénovation du patrimoine scolaire de Châlons. Parce qu'on a de nombreuses écoles et elles avaient besoin vraiment d'un coup de collier. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais d'un coup de collier pour pouvoir se remettre à niveau. Vous savez, en fait, il y a un partage des rôles entre la commune et l'éducation nationale. L'éducation nationale fournit l'enseignement, hein, elle rémunère les maîtres, elle prépare les enfants, elle élabore les programmes. Et nous, on est là pour rénover et entretenir les bâtiments scolaires. Pour les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Ça, c'est le travail de la commune. Après, comme vous le savez, les collèges, ça dépend du département, des bâtiments, et les lycées de la région. Donc on a un gros travail à mener et chaque année, depuis 2016, c'est 1 million d'euros, plus ou moins, parfois plus, parfois moins, mais en moyenne ça fait ça, qui sont consacrés à la rénovation de nos écoles. Donc sur Jean Moulin, par exemple, depuis 2014, c'est plus de 160 000 euros qui ont été investis dans la rénovation de l'école. Sur Romain Rolland, c'est beaucoup plus encore, mais là il y avait vraiment une urgence à agir. Puisque entre 2014 et 2024, c'est 1 800 000 euros qui ont été investis sur cette école. Donc vous voyez à quel point c'est important, mais il y avait vraiment des besoins très très forts sur cette école. En 2018, on a également aménagé le théâtre de verdure des Aubépins, hein, qui est à côté d'ici, pour 40 000 euros. En 2020, on a déconstruit le gymnase des Aubépins. Vous vous rappelez, il avait été détruit par le feu. Enfin bon, ça a été aussi une épopée. Donc 150 000 euros. Alors, on n'aime pas mettre 150 000 euros dans la destruction de quelque chose, mais parfois il faut le faire. Donc on n'avait pas le choix. Donc on les a dépensés pour ça. On a également, en 2020, on est intervenu sur la salle de restauration de la maison de quartier, les sanitaires également pour 70 000 euros. On a aménagé les locaux de la FAS, la Fédération des associations chalonnaises d'entraide, qui a pris position dans le centre commercial des Prés-Saint-Jean. Ça, c'était avec une participation de la ville à hauteur de 280 000 euros. En 2021, on est intervenu sur l'éclairage, et c'est une vraie thématique, on pourra en parler. En 2022, sur le réaménagement du parking du pont de fer, ça c'est vers le lycée Saint-Charles, pour 50 000 euros. Et on a dû intervenir l'année dernière sur la rue du pont de fer, sur des ouvrages qui nécessitaient des réparations pour 50 000 euros. Donc au total, je parle bien des grands chantiers, parce que ça ne compte pas tout ce qu'on fait au quotidien dans la réparation des routes, l'entretien des bâtiments, etc. Mais sur les gros chantiers, c'est 2 600 000 euros qui ont été investis depuis 10 ans maintenant sur ce quartier. Donc c'est pas négligeable, il reste encore énormément à faire, hein. On ne dit pas ça pour chercher des félicitations, si on l'a fait c'était nécessaire, et il reste encore beaucoup de travail à faire, mais en tout cas on n'a pas négligé de faire ce qui nécessitait de l'être. Donc on est aujourd'hui sur un quartier qui va continuer évidemment sa mutation. L'OPAC a été évidemment un pilote central de la rénovation du quartier, puisqu'il est propriétaire, l'OPAC, d'une grande partie du quartier. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent dans les quartiers d'habitat social. En fait, vous venez souvent nous trouver où l'OPAC, et plus personne ne sait, enfin nous on sait, si heureusement, mais plus personne ne sait qui est propriétaire de quoi, parce qu'en fait tout ça est très imbriqué entre la ville d'un côté et l'OPAC de l'autre. Mais il ne reste pas moins que c'est l'OPAC comme bailleur social sur ce quartier. C'est pas le seul opérateur social sur ce quartier, mais c'est l'opérateur majoritaire sur ce quartier qui doit conduire une grande partie des rénovations, de la mutation du quartier, avec l'aide parfois, lorsqu'il s'agit de démolir ou déconstruire des bâtiments, de collectivités, et je pense en particulier une institution comme le Grand Châlons. Et on a évidemment encore plein de chantiers à imaginer sur ce secteur. C'est un quartier, et je vais venir à une thématique qui est d'actualité, c'est un quartier qui également fourmille de projets et d'initiatives d'habitants. Je veux vraiment le redire parce que je vous ai tracé la sociologie du quartier. C'est évidemment un quartier dont la moyenne du revenu, enfin le revenu moyen est moins élevé que dans beaucoup d'autres quartiers de Châlons. C'est un quartier où il y a des difficultés sociales et économiques, ça c'est certain, mais c'est un quartier qui a toujours cultivé une vraie forme de solidarité. Moi ça m'a toujours marqué, ça n'a pas changé depuis 10 ans.
C'est un quartier où les habitants, et ça joue aussi beaucoup grâce à la maison de quartier, les habitants ont tendance quand même à chercher du lien. C'est un quartier où il y a beaucoup d'initiatives, où on ne reste pas chez soi. Je rappelle d'ailleurs, et je l'ai dit avec un certain nombre de personnes qui m'ont visité, qui sont venues cet après-midi au maire en direct, moi j'ai pas oublié, c'est quand même ce quartier où est né il y a 10 ans le magnifique projet de Beauquartier. Hein, vous vous rappelez peut-être de ce film. D'ailleurs, il faudrait qu'on le reprojette. Voilà, parce que ça a été... Alors, il y a des nouveaux venus là qui se disent, mais de quoi il parle le maire là je ne sais pas ce que c'est, mais Beauquartier, c'était une équipe de cinéma qui a mis les habitants au cœur d'un film. Et ça a d'ailleurs rendu service à beaucoup de personnes qui, depuis, voilà, continuent de participer à la vie du quartier. Ça a été une super initiative. Mais c'est ça aussi, le quartier des Aubépins, c'est plein de belles initiatives. Et du coup, eh ben, on a pu mener à bien des projets dans le cadre du dispositif qu'on appelle « À vous d'inventer la ville ». C'est un dispositif citoyen où les gens font des propositions, les Chalonnais votent ensuite pour départager les projets. Et on a pu, comme ça, réaliser le théâtre de verdure. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est une initiative des habitants. En 2 phases. On a pu en 2021 ajouter des tables de pique-nique dans le parc des Aubépins. En 2022, créer un terrain de pétanque dans la rue André Gide. Et le projet 2023 qui va être réalisé cette année, c'est l'enrichissement de l'aire de jeu derrière l'école Romain Rolland. D'ailleurs, on m'en a parlé encore cet après-midi. Donc ça, c'est important. Et on veut vraiment que cette dynamique, elle demeure. Donc, je vous signale qu'il y a un conseil de quartier qui va naître dans le quartier des Aubépins. Jusqu'à présent, c'était le conseil dit citoyen, parce que le quartier dépendait d'un axe de la politique de la ville qu'on appelle quartier conseil citoyen. Donc nous, en fait, on va le remplacer par un conseil de quartier. Donc là aussi, ça va permettre aux habitants de pouvoir s'impliquer. Donc on a encore quelques places disponibles avant de finaliser les choses. Donc il y a quelques prospectus qui sont là, donc n'hésitez pas à venir vous renseigner si vous voulez vous impliquer un petit peu dans la vie du quartier. Alors, je ne veux pas non plus négliger, parce que j'ai parlé des choses qui vont bien, et il y en a plein. Je pourrais d'ailleurs revenir sur les écoles, parce que je vous en ai dit un mot. L'école Romain Rolland, je vous donne une idée des effectifs, c'est aussi une façon de montrer qu'il y a de la jeunesse dans ce quartier, et qu'elle continue d'être encadrée. Je remercie les personnels d'éducation nationale, évidemment, qui sont là avec voilà, parfois des difficultés particulières, parce que c'est pas toujours très simple, notamment dans un quartier qui accueille des enfants de familles qui parfois ne maîtrisent pas la langue française. De les accueillir dans l'école de la République, de leur donner les rudiments du savoir pour qu'ils puissent s'intégrer demain. Donc ça, c'est un vrai enjeu, et c'est un enjeu très très fort dans les écoles du quartier. Donc ça demande aussi beaucoup d'investissement personnel de la part des enseignants, et ils sont très remarquables là-dessus. Sur l'école Romain Rolland, pour parler d'elle, en maternelle, on a 78 élèves cette année, et en élémentaire, 100 élèves cette année. Je vous ai parlé des travaux qu'on a effectués. C'est vrai qu'on a eu de très très lourds travaux, puisque en 2018, 2019, 2020, on a refait pour 700 000 € de travaux. Ensuite, on est passé à la toiture en 21, 22, 23 pour plus de 500 000 € de travaux, mais c'était nécessaire. Et puis, on a encore le projet de créer un restaurant scolaire sur Romain Rolland. Donc, c'est vraiment une école qui a fait l'objet d'un très grand nombre de travaux, mais encore une fois, c'était absolument nécessaire. Et puis l'école Jean Moulin, qui compte 49 élèves en école maternelle et 63 élèves en école élémentaire. Je vous ai là aussi dit qu'on a investi plus de 160 000 € depuis le début de notre premier mandat, et notamment en aménageant un restaurant scolaire qui, à lui seul, a coûté 75 000 €. Donc on y tient. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous d'investir énormément dans tous les quartiers, dans toutes les écoles, et on continuera évidemment de le faire. Alors, je vais vous dire un mot quand même de la sécurité, parce que ça c'est une thématique. Vous savez, cet après-midi, j'ai reçu pas loin d'une bonne trentaine de personnes. Je pense que des personnes sont venues à plusieurs me voir parfois, et on a beaucoup parlé de logement, ce qui est normal, parce que c'est un quartier dont la thématique logement est très prégnante. Donc on essaye, voilà, j'ai au moins une demi-douzaine de lettres envoyées à l'OPAC pour essayer d'accélérer quelques dossiers, enfin bon, voilà, mais comme on le fait généralement en bonne entente. Et on a également parlé de problèmes de sécurité.
Et il faut qu'on en parle, parce qu'évidemment, moi je ne me contente jamais, même si on a eu des progrès en la matière, de la situation acquise. D'ailleurs, hier, à l'hôtel de ville, on avait toutes les forces de sécurité et de secours qui étaient là, parce qu'on présente nos vœux spécialement pour elles, et on s'est tous dit, avec la police nationale, avec les autres forces qui comptent sur le territoire, la police municipale bien évidemment, ici représentée, qu'on tenait vraiment à maintenir une exigence pour garantir la sécurité de chacun, pensant, et je pense que tout le monde sera d'accord, qu'elle est la clé de nos libertés. S'il n'y a pas de sécurité, vous n'êtes pas libre d'aller et de venir. Et ça, c'est juste intolérable dans une ville comme la nôtre. Alors, je mets les choses en perspective. On n'est quand même pas une ville aussi, comment dirais-je, perturbée par des problèmes d'insécurité que beaucoup d'autres villes. Mais on ne se contente pas de la situation et on doit toujours faire en sorte de chercher à l'améliorer. Alors, les problèmes de sécurité, c'est des problèmes de squat. Voilà. Aujourd'hui, on a des squats. Avant, on avait des rassemblements de jeunes dans les cages d'escalier. Maintenant, ils pètent les portes et ils vont squatter des appartements inoccupés. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas toujours facile pour le voisinage. On a encore eu une agression il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu la personne cet après-midi qui s'est retrouvée avec des jeunes qui essayaient de squatter l'appartement en face et qui, voyant qu'il y avait quelqu'un dans l'autre appartement, ont carrément défoncé la porte et la personne s'est pris la porte dans la figure. Voilà. Donc ça, c'est hélas des choses qui arrivent. Et les squats sont une difficulté réelle sur le quartier. On a aussi, alors là, c'est pas propre aux Aubépins, hein, mais des problèmes de vitesse excessive. Les lignes droites favorisent, et moi là je le dis toujours, je suis désolé pour les journalistes qui me suivent de réunion en réunion, ils vont m'entendre me répéter, mais j'ai quand même vu le phénomène monter depuis 10 ans. Maintenant j'ai 10 ans de recul, hein, puisque on a été élu en 2014 la première fois, et je peux vous dire qu'on n'avait pas tant de problèmes de vitesse excessive en 2014. Et je pense que le phénomène que j'ai vu monter les dernières années ne s'est pas amélioré depuis le Covid, bien au contraire. Donc on a envie de lutter là-dessus, je vous dirai comment tout à l'heure, et on va se donner les moyens de le faire. Et puis on a aussi des problèmes d'incivilité liés au manque de respect de l'environnement. Trop de dépôts sauvages. Trop de dépôts sauvages. Alors, c'est pas propre aux Aubépins, hein, soyons bien clairs. Il y a des dépôts sauvages un peu partout dans Châlons. Mais voilà, on est venu m'en faire part. Alors en plus, ce qui est quand même incroyable, si vous voulez, c'est que le Grand Châlons met en place des bennes d'apport volontaires et ça devient des points de ralliement pour les dépôts sauvages. C'est-à-dire que parfois on n'a même pas la capacité de mettre les bouteilles dans la benne à verre, on les laisse traîner à 10 mètres de là. C'est intolérable. Enfin, je ne peux pas accepter ce genre de réaction, on ne peut pas s'en contenter. Donc, et c'est vraiment, ça pourrit le quotidien de tout le monde. Voilà, on a un quartier qui est très vert et qui est pourri par ceux qui ne respectent pas l'environnement et leurs voisins. Enfin, en plus, il y a vraiment tout moyen de collecter ce qu'on jette. Il y a des déchetteries partout. On a des points d'apport volontaires, on a des bacs, et malgré ça, certains détruisent l'environnement. Alors, on a décidé d'agir. Donc, pour ce qui est des vitesses excessives, on a testé depuis quelques mois, et on va généraliser sur toute la commune, la vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation, ça nous permet, depuis... Alors, vous savez, en fait, les caméras. Donc, je vous explique un petit peu le système. D'ailleurs, on va densifier le nombre de caméras sur le quartier. Je permets de le dire aussi. Je ne sais pas si Alexandre, vous avez, ou Anne, les chiffres en tête. On doit avoir 8 caméras, sauf erreur, sur le quartier aujourd'hui, et on doit en avoir 5 de plus. C'est ça, 5 de plus à terme. Donc ça nous fera 13 caméras sur le quartier. Caméras fixes, on parle bien de caméras fixes. Donc on va densifier ça. Les caméras, quand on filme, elles arrivent sur des écrans qui sont à la police municipale. Je fais vite, hein. C'est un grand mur d'images où on peut regarder ce qui se passe, zoomer quand on veut voir un élément particulier, une plaque de voiture ou une personne, enfin, etc. Donc on peut prendre la main sur l'image et essayer d'aller chercher l'information grâce à la caméra. Donc on peut maintenant, parce qu'on a délibéré sur le sujet, évaluer les vitesses excessives. Et donc si l'opérateur repère une voiture, alors soit qui grille les feux rouges, et ça arrive bien trop souvent et de plus en plus, grille les stops, ou manifestement ne respecte pas les limitations de vitesse, eh bien on peut repérer la plaque, photographier la plaque grâce à la caméra, et comme l'opérateur, lui, il est assermenté, c'est-à-dire qu'il a prêté serment de service au respect de la loi, il est en capacité
de dresser un procès-verbal que nous allons envoyer directement au contrevenant, puisque nous allons retrouver son identité grâce à la plaque d'immatriculation. Donc c'est ce qu'on appelle la vidéo-verbalisation. Donc on a commencé tout doucement, en testant quelques rues, on a commencé de verbaliser, et maintenant on va passer à une échelle plus grande pour essayer de sécuriser toute la ville de Chalon. Parce que moi je ne peux pas me contenter de personnes qui mettent les autres en danger. Parce que des vitesses excessives, c'est les personnes, soit les enfants, parce que voilà, on sait bien que les enfants, parfois, ne regardent pas assez leur route, ou alors des personnes à mobilité réduite, personnes âgées ou autres, ou handicapées, qui doivent être prioritaires sur la route et qui n'ont pas à essayer de se pousser parce que vous avez un chauffard qui va respecter absolument rien, ni les feux, ni les stops, ni les passages cloutés. Donc ça, c'est un vrai enjeu de sécurité. Et je regrette d'en arriver là, si vous voulez. Je préférerais faire de la prévention que de la répression. C'est pas un plaisir. Mais d'un autre côté, la priorité, c'est de protéger les plus faibles d'entre nous, et les plus fragiles en tout cas, sur la route. Donc ça, voilà, je vous le dis, et quand ça finira par se savoir, quand ils auront reçu assez de PV par la poste, eh ben, ils comprendront qu'il faut commencer à lever le pied quand on est sur Chalon-sur-Saône. Voilà. Et franchement, c'est pas en roulant à 90 sur une ligne droite de 50 mètres que vous allez gagner un quart d'heure pour arriver. Parce que, voilà, on peut faire le test, hein. On gagne 2-3 minutes, et puis même, de toute façon, on se bute à un feu à un moment donné ou une file, et ça sert à rien d'accélérer. Donc, on croit qu'on gagne du temps, on n'en gagne pas. Par contre, on met les autres en danger. Donc, on va essayer. Et puis, la vidéoprotection va nous permettre aussi de tester un autre dispositif pour lutter contre les dépôts sauvages. Alors, là, j'en suis heureux parce que le premier qui m'en est parlé, c'est un habitant de Chalon. Et c'était dans le cadre d'une réunion publique à Clair-le-Gy. C'est pas vieux en plus, hein, il y a quelques mois, à peine. Et il m'a dit, mais j'ai vu qu'il y a une ville en France, alors en l'occurrence, c'est une ville où il y a un peu plus de soleil que chez nous, encore qu'aujourd'hui il a fait très beau, c'est Saint-Tropez. Voilà. Donc, disons que le soleil est un peu plus chaud au mois de janvier. Donc Saint-Tropez a fait un dispositif et il me dit, vous devriez regarder ce qui se passe. Donc on les a appelés. Et en fait, c'est un dispositif de caméra avec de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la caméra, donc c'est des caméras dites nomades, elles peuvent être déplacées assez facilement. Donc en fait, on va repérer les points de déchets sauvages réguliers. Et on va placer des caméras pas très loin. Et lorsque ça bouge devant la caméra, grosso modo lorsqu'il y a une voiture qui arrive pour déverser les déchets, ce qui arrive évidemment régulièrement, la caméra se met automatiquement en position de filmer. Donc on aura l'identité du véhicule qui a laissé des déchets dans tel endroit. Et à partir de là, l'opérateur il fait son boulot le lendemain matin, il a l'immatriculation, il a la vidéo de l'infraction, donc à partir de là, on sévit. Et on va monter d'ailleurs les amendes. Parce que l'idée aujourd'hui, on n'est pas très... voilà, c'est combien? C'est moins de 100 euros. Hein. Combien? 65 euros. Donc c'est que dalle. Donc on va monter substantiellement le prix de l'amende pour les dépôts sauvages. Ça, c'est vraiment le truc que ça m'horripile. Voilà, mais vraiment, c'est le truc qu'on peut éviter. Et puis le problème, c'est que quand vous avez un dépôt sauvage, au bout d'un moment, les gens pensent que c'est un dépôt officiel. On prend l'habitude de tout déposer, alors là c'est juste pas possible. Donc là on va y mettre maintenant. Saint-Tropez est arrivé à des résultats assez significatifs en la matière. Voilà, encore une fois, je le fais à la mort dans l'âme, je ne suis pas un amoureux de la répression, mais il y a des moments, et là c'est le seul moyen d'arriver à raisonner ceux qui n'ont rien à faire des autres. Donc on va monter un petit peu le ton en la matière. Alors, à côté de ces problèmes de sécurité, puis on pourra revenir si vous le souhaitez, j'arrive vers la fin de mon propos, il y a aussi plein de bonnes initiatives qui se prennent et qui vont se prendre. Donc je redis à quel point, pour nous, la maison de quartier est un instrument irremplaçable de la vie dans le quartier. Je félicite encore vraiment toutes les initiatives qui sont prises. On va la voir défiler d'ailleurs pour Carnaval. Je regrette d'ailleurs que les magnifiques chapeaux qui sont en cours de fabrication sous nos pieds ne soient pas portés par ceux qui les réalisent ce soir. Mais en tout cas, moi je suis passé la semaine dernière voir tout ça. Les familles bossent, le char, je l'ai vu à la Loyère qui va défiler pour Carnaval, ça va être magnifique. Donc ça, c'est des superbes initiatives. En fait, on veut vraiment, et je le dis en présence des élus responsables, on veut vraiment que les maisons de quartier soient des services supports, à la fois pour tous les habitants, mais notamment pour la déclinaison de la politique jeunesse. Pour nous, ça c'est très important. Et le travail qui se mène là avec ces jeunes, pas que les jeunes d'ailleurs, il y a aussi les parents qui viennent, c'est un super boulot. On a besoin, dans un monde où les jeunes sont parfois, hélas, trop tentés
par des aventures qui n'ont pas de lendemain qui chantent, des aventures parfois de délinquance ou de trafic ou que sais-je encore. On a besoin de leur offrir une alternative positive. Et ça, les maisons de quartier sont les mieux placées, et notamment aux Aubépins, sont les mieux placées pour être la maison relais. Et c'est pour ça aussi que dans ce souci de proximité, je vous ai parlé de sécurité tout à l'heure, on va également densifier les permanences de la police municipale dans la maison de quartier. Voilà. Ça, je tiens aussi à insister là-dessus, puisque à partir du mois de février, 2 fois par mois, là ça a commencé au mois de novembre, hein, novembre, décembre, et au novembre, janvier, je crois, et on va, à partir du mois prochain, 2 fois par mois, la police municipale viendra tenir des permanences à la maison de quartier. Donc vous pourrez la rencontrer, certains ont commencé de le faire, et à partir de là, ce que moi je demande à la police municipale, c'est d'effectuer des rondes dans le quartier et de faire en sorte, parce que ça c'est absolument essentiel, d'aller frapper aux portes des appartements, de se présenter, de laisser la carte, comme ça tout le monde pourra appeler la police municipale quand ça dérape. C'est absolument indispensable de faire cette proximité. Voilà, on veut vraiment le faire, on l'a fait au Pré-Saint-Jean, on va bientôt le faire au plateau Saint-Jean, où il y a des besoins de sécurité évidents, et on veut aussi le faire aux Aubépins. C'était d'ailleurs un engagement de campagne. Alors on a cherché un local dans un premier temps, un local autonome, puis finalement on a eu du mal à en trouver, puis finalement on s'est dit mais cette maison de quartier, elle est connue de tout le monde, et finalement c'est le beau lieu pour pouvoir faire des permanences, qu'on y vient naturellement, si vous voulez, à la maison de quartier. Donc c'est vraiment l'enjeu de densification de la présence et de proximité accrue de la police municipale pour tout ça. Donc voilà, une maison de quartier qui, tout azimut, qui travaille, qui prépare des fêtes de quartier qui sont très réussies. Merci à l'association de la maison de quartier, évidemment, qui vient la seconder, qui est aussi un point lecture. Voilà, donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, on va avoir bientôt on va faire tourner un peu plus le réseau de nos points lecture grâce à un véhicule qui va pouvoir, alors je ne parle pas du retour pour le moment du bibliobus parce que je sais que c'est attendu, mais simplement il faut juste trouver le véhicule idoine. Là on parle bien d'un approvisionnement des points lecture dans les maisons de quartier pour pouvoir faire tourner la collection proposée aux habitants plus régulièrement. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Et ça nous permettra là aussi, parce qu'on a une vraie politique lecture à la ville de Chalon-sur-Saône, de pouvoir proposer des livres plus souvent et de créer autour d'eux des animations. Sur les enjeux de logement, bah, écoutez, je vous laisserai éventuellement poser des questions si vous en avez. Sachez simplement que la logique aujourd'hui, c'est de répondre à l'offre. Alors, on a eu cette magnifique résidence senior qui me semble plutôt bien tournée. J'étais content d'ailleurs de voir des résidents sur nos événements, donc ça veut dire qu'ils sont pleinement intégrés à la ville de Chalon-sur-Saône. On en a vu récemment sur des réunions de rentrée ou autres, donc ça c'est très très bien. Vous avez vu qu'il y a un deuxième bâtiment d'ailleurs qui est en train de sortir de terre à côté de la résidence senior. Hein, c'est un bâtiment qui va dépendre de la Mutualité française de Saône-et-Loire. C'est un institut médico-éducatif. C'est la délocalisation, la relocalisation sur Chalon d'un institut qui existe aujourd'hui sur Buxy. Donc c'est là aussi un enjeu fort pour le quartier, de la vie supplémentaire, et je trouve que c'est très très bien. Donc on continuera évidemment tout cela, et on continuera également d'encourager les associations du quartier. Elles sont une douzaine, elles sont pour certaines représentées ce soir, je vous en remercie. Parce que c'est important de créer des événements. Si on n'avait pas le réseau associatif, on aurait aussi beaucoup plus de difficultés sociales. Et ça, c'est important de recréer ce lien et de l'entretenir toujours. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite. Alors, bon, moi, c'était au sujet de la sécurité. Oui. J'habite le B3. Oui. J'habite au B3. Là où il y a eu une personne qui s'est fait agresser il n'y a pas très longtemps. Ben, ça doit être la personne qui est venue me voir, je pense. Okay. Je ne sais pas. Ouais, donc, bon, voilà. Voilà. Moi, j'aimerais savoir ce que l'OPAC ou la municipalité compte faire par rapport à ce fameux squatteur, parce qu'il nous empoisonne la vie depuis qu'il est revenu, c'est-à-dire depuis le décès de son ancienne compagne. Moi, je suis allée vous voir. Parce qu'il était interdit de séjour, il était parti à Mulhouse, en centre de rétention. Il est retourné en Tunisie, il a été renvoyé en Tunisie et il est revenu en France via l'Italie et il est aux Aubépins. Et depuis qu'il est revenu, après le décès de son ex-compagne, il est revenu. Et depuis, c'est invivable. On a des escaliers, c'est tout inondé, l'urine sur les paliers en bas.
l'ascenseur est en panne. Prenez le micro, prenez le micro. L'ascenseur est en panne. Toute la nuit, l'ascenseur monte, descend, sans arrêt. Là, on partait toutes les 3. On a du tabac. Donc, il y en avait 4 qui squattaient dans le hall. Il y a celui-là, donc, qui était parti. Ouais. Donc, il nous a presque insultés, pas loin, je ne sais pas ce qu'il nous a tant raconté. Alors, donc, soi-disant qu'il squatte, on a encore un autre qui doit être ouvert, qu'elle m'ont dit, elles sont montées. Moi, je ne suis pas montée. Mais alors, c'est invivable. Hein. On n'a plus de chauffage depuis dans la nuit de dimanche à lundi. D'accord. Mon mari est venu là sous la tour à l'Aubépin. Ils lui ont dit, vous êtes le seul, monsieur, à vous plaindre. Ah ben, il dit, ma foi, je ne sais pas, on a 16 degrés. D'accord. 10. Moi, j'ai 10 degrés. 16 dans la salle. Hein. Moi, j'ai 10 chez moi, dans la pièce principale. Alors, 10 degrés. L'après-midi, nous sommes retournés là-bas au bureau, à leur bureau. Ouais. Elle a pris en compte, elle dit, je vais faire parvenir à M. Guillemet. Mon mari dit à M. Guillemet, il dit, j'ai été plombier 40 ans, moi, chez Cormier. Hein? Il dit, moi, nous, le boulot, on le faisait. Hein. Alors, attendez, juste, je voudrais juste comprendre une chose. Est-ce que cette panne de chauffage est liée à votre squatteur ou pas du tout? C'est un autre problème? Ah ben, il y a soi-disant qu'il y a... une fois, il y a eu... pas de squatteur, hein. Moi, j'étais inondée tout le couloir. Oui, enfin, là, en l'occurrence, vous êtes privé de chauffage depuis ce week-end. Oui, ce week-end. D'accord. Et avec des températures qui descendent à 10 dans certains appartements. 20 degrés ce matin, et ce soir, avant de partir, j'ai regardé. Pourrit la vie des habitants, c'est une évidence, parce que, alors je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais souvent avec le squat, on a des problèmes de trafic, enfin, c'est quand même régulier, si vous voulez, statistiquement, je ne me trompe pas en disant ça. Donc ça crée de l'insécurité, et ça c'est pas tolérable. Alors sachez juste une chose, parce qu'il y a le problème de squat, et il y a le problème aussi parfois de troubles de voisinage avec des gens qui ne sont pas des squatteurs. Et ça arrive, d'ailleurs, vous êtes un certain nombre, je vois les visages, à être venus, notamment dans les années passées, me dire on n'en peut plus, parce qu'on a des voisins qui font un boucan pas possible, ça s'arrête pas, quand on leur dit quelque chose, on se fait engueuler, pardonnez-moi d'être un peu vulgaire. Donc on est en train de mettre en place, c'est pour ça je remercie les bailleurs d'être là ce soir, on est en train de mettre en place une procédure pour accélérer les expulsions. Voilà. Donc, parce que ça, c'est un vrai enjeu aussi, quand vous devez subir pendant des mois, voire des années, des personnes indélicates qui parfois payent leur loyer, mais qui rendent la vie du voisinage absolument impossible. Ça, c'est pas tolérable. Vous pouvez vivre dans le plus beau cadre qui soit, si vous avez un mauvais voisin, c'est une horreur. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, d'ailleurs vous êtes en train de nous l'expliquer sous toutes les longueurs. Bon, la directrice est là, elle s'est engagée à vous voir tout de suite après, et nous on le dit, mais elle le sait, hein, s'il y a besoin du concours de la police municipale, on est à disposition. Non, mais sauf qu'il faudra peut-être aussi celui de la nationale. Là, on est peut-être sur une affaire, bon voilà, s'il y a des trafics de surcroît, d'après ce que vous me dites, mais en tout cas, voilà, que cette discussion s'engage tout de suite après. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Jeune homme. Ah, c'est bien ça. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monseigneur. Est-ce que vous allez faire d'autres travaux pour l'école Romain-Rolland? Tu veux que je mette encore combien de millions? En fait, sur l'école Romain-Rolland, donc on a à peu près tout repris du sol au plafond. Hein, enfin, du sol au toit, même, c'est plus que le plafond. Donc on a refait des salles de classe, on a refait la toiture, et là, oui, il va y avoir encore des travaux. C'est la création d'un restaurant scolaire sur l'école Romain-Rolland. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'enjeu pour nous, c'est que les enfants puissent manger... Attendez, pas trop fort, s'il vous plaît. Voilà, juste que je puisse répondre tranquillement au jeune homme, que je remercie encore de sa question. L'enjeu pour nous, c'est que à terme, alors il faut du temps évidemment pour faire tout ça, mais c'est que dans toutes les écoles de Châlons, le restaurant scolaire soit vraiment dans l'école, pour éviter les trajets. Parce que d'abord les trajets, comme on le disait, quand il y a des gens qui font pas très attention sur la route, ça peut être insécurisant. Ensuite, ça fait perdre du temps, alors que dans l'idéal, on mange sur place et on a le temps après pour jouer un peu dans la cour. Et on se rend compte que dans les écoles, c'est très important pour reprendre
les cours dans de bonnes conditions, d'avoir eu le temps de décompresser et donc de s'amuser un peu, pas simplement en faisant le trajet, mais tout simplement en jouant comme vous le faites si bien. Donc voilà, donc les prochains travaux sur l'école Romain Rolland, ça concernera la création de la cantine du restaurant scolaire sur Romain Rolland. Voilà. Et moi je voudrais vous signaler que dans mon immeuble, il y a des pigeons qui squattent aussi. Il y a des logements qui sont ouverts. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des logements qui sont ouverts. Et j'arrête pas de téléphoner à l'OPAC pour le signaler. Alors, les pigeons, c'est bien gentil, mais alors, ça fait aussi du boucan. Et puis, au-dessus de chez moi, il y a un logement vide. Et ils commencent aussi à se planquer pour faire des œufs. Et puis, alors je voudrais savoir, parce que bon, j'en ai marre qu'un jour j'ai le chat, il va passer par la fenêtre. Hein, parce que dès qu'il voit un pigeon, il est complètement. Bon. Alors, sur les pigeons. Alors, juste, je fais les corbeaux puis les pigeons, comme ça on aura fait la. Sur les corbeaux. On a, la réglementation est très stricte. Alors je suis désolé de le dire parce que des fois ça m'énerve aussi, mais on ne fait pas tout ce qu'on veut. Elle est très stricte. Les corbeaux peuvent être beaucoup plus facilement éliminés dans les milieux agricoles que dans le milieu urbain. Ça, il faut le savoir. Néanmoins, on a une fenêtre de tir, sans mauvais jeu de mots, pour enlever les nids quand les corbeaux n'ont pas commencé de nicher. Donc je dis aussi à l'OPAC parce que beaucoup des nuisances viennent évidemment d'arbres qui sont sur le parc dépendant de l'OPAC. Mais on peut le faire, il y a une réglementation qui est stricte, mais on peut détruire les nids avant que les œufs aient commencé d'être pondus, voilà, tout simplement. Sur les pigeons, c'est un peu différent, parce que nous, on a envie d'agir. D'abord, on en est régulièrement envahi. On a pris, je passe le contrôle d'Émile Lefebvre, adjointe aux espaces verts qui a suivi ces questions depuis longtemps, on a pris déjà un certain nombre d'initiatives, mais qui ne sont pas suffisantes. On a testé l'effarouchement avec des oiseaux de proie, type faucon ou autre, pour essayer de faire peur aux pigeons. Ça marche, mais pas longtemps. Ça marche une saison, voilà, et ils reviennent. Après, on a installé un pigeonnier contraceptif, qui nous permet d'essayer d'éliminer aussi une partie des œufs. Bon, ça marche moyennement. Et donc là, on est passé à un étage supérieur, puisqu'on finance désormais le piégeage. On accompagne financièrement le piégeage. Donc si vous faites appel à un piégeur professionnel, alors ça, c'est là sur le parc social, c'est plutôt aux bailleurs que ça s'adresse, c'est une réflexion, mais ça s'adresse aussi à des particuliers qui voudraient le faire. Si vous vous adressez à un piégeur, on est en capacité d'accompagner financièrement cette dépense pour que collectivement on arrive à réduire la population de pigeons. Moi j'aime bien les oiseaux, c'est sympa, non mais on ne peut pas imaginer une ville où il n'y ait plus de volatiles non plus. Mais par contre, quand il y a surpopulation, il faut la réduire. C'est aussi simple que ça. Enfin, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de nuisances. Les pigeons, moi, je peux vous dire, j'en ai rencontré, même des maladies. Quelqu'un des Prés-Saint-Jean est venu me voir et m'expliquer sa pathologie due à un microbe du fait des fientes de pigeons dont il était envahi. C'est pas marrant du tout. Quand vous avez chopé ça, bonjour, quoi. Donc c'est plein de microbes. Et puis en plus, la fiente est très acide. Donc ça peut amener à des dégradations assez fortes. Et plus c'est une nuisance, évidemment, quand ils sont trop nombreux, à recouler tous ensemble. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu qu'on a en tête. Donc sachez que, et je le dis aux particuliers comme aux bailleurs, on est en capacité aujourd'hui de cofinancer des systèmes de piégeage agréés. Évidemment, on ne vous achète pas une carabine pour que vous tiriez vous-même, hein, c'est pas ça le but. Il y a des systèmes de piégeage et donc qui sont agréés, et donc on peut aider à ce financement pour essayer de réduire un peu, non pas éradiquer, mais réduire un peu la population de pigeons pour que ça devienne supportable. Et puis par contre, alors là, si vous avez raison de le rappeler, s'il y a des endroits ouverts où ils vont nicher, il faut absolument le signaler pour que ça soit étanchéifié. Parce que le meilleur moyen de la lutte, c'est d'éviter qu'ils aient des nichoirs partout.
Et c'est pas toujours très simple parce que voilà, parfois on se bat un peu avec les propriétaires parce qu'ils ont une fenêtre du grenier, et ça passe partout en plus un pigeon, hein, c'est assez habile, une fenêtre de grenier qui est mal fermée, et du coup ça devient des lieux d'expansion de la population de pigeons. Donc ça, pour le coup, ça coûte rien de fermer les ouvertures, de colmater un petit peu pour éviter tout ça. C'est une réaction en fait par rapport aux caméras. Ça m'a fait un peu, ça m'a choqué un petit peu que c'est nécessaire, donc je le comprends. Ce qui m'a venu à l'esprit en fait, c'est l'effet tunnel des routes qui ont une réaction psychologique des gens pour aller à B au plus vite. D'accord. Donc ici on a une route comme ça. Donc les gens ici ils vont très vite. Et donc, je pense que ce serait aussi bien de voir ça avec les gens du quartier aussi, parce que a priori, c'est assez facile d'enlever en fait cet effet tunnel pour que les personnes qui... Techniquement, ça va voilà. Donc, style des bacs à fleurs, il y a eu des... Voilà. Pour que ça soit joli à voir, et quand c'est joli à voir, les gens, en fait, ils vont moins vite, et voilà. Donc c'est peut-être un peu simpliste comment je l'explique comme ça. Okay. Et voilà, je voulais juste me dire qu'il y a en prévention des choses et je pense qu'on peut le faire ensemble. Très bien. Moi, alors, vous avez raison d'insister sur une chose, même si rien n'est simple techniquement, mais il vaut mieux faire de la prévention que de la répression. Voilà, je parle toujours de ce principe-là. Et encore une fois, je pense que vous l'avez compris, c'est pas de gaieté de cœur qu'à un moment donné, on doit passer à la vidéo-verbalisation. Je voudrais juste rappeler quand même une chose sur les caméras, parce que le débat a été mené 100 fois, mais nos images s'effacent automatiquement. Hein, on ne garde pas pendant des mois, voire des années, les films de l'espace public que les caméras ont enregistrés. Donc c'est gardé 15 jours, ça laisse le temps, si jamais il y avait une affaire, et ça arrive hélas trop souvent, une affaire à régler sur l'espace public, une agression, un crime ou un délit, de pouvoir mener l'enquête plus facilement. Et d'ailleurs, à Châlons, une enquête est réglée tous les 3 jours grâce à la vidéoprotection. Et le reste du temps, les images sont effacées automatiquement. Donc si vous vous promenez avec quelqu'un avec qui vous ne devez pas vous promener, on va très vite l'oublier. Voilà, je le dis avec humour, mais c'est important, c'est la protection de la vie privée. Donc c'est vraiment une arme de prévention plutôt que de répression, sauf dans des cas certains. Alors oui, vous avez raison sur les effets tunnels. Dès qu'il y a une ligne droite, la vitesse accélère. Bon. Après, quand on refait les routes, on essaye de réaménager autant qu'il est possible, en tenant compte des contraintes techniques, parce que en fait, c'est très compliqué. Vous devez, quand vous aménagez des chicanes, par exemple, ce qui peut permettre de casser la vitesse, vous avez aussi une flopée de contraintes à respecter pour éviter de mettre les automobilistes en danger, parce que ça peut aussi arriver, et c'est pas souhaitable non plus. Donc, on est plus sur, effectivement, quand on refait de la chaussée, sur d'aménagement qui essaye de casser la vitesse. Souvent, ce qu'on fait, c'est de réduire la largeur de la route. Parce que moins la route est large, plus on a tendance à ralentir. Parce que ça fait peur, puis surtout quand on croise une autre voiture, on n'a pas du tout intérêt. Vous savez, il y a 2 choses qui peuvent faire reculer ou ralentir les automobilistes indélicats, c'est l'amende et abîmer leur voiture. Non mais voilà, ce qui revient à une amende déguisée, parce qu'il faut passer derrière au garagiste. Donc, simplement, l'idée de réduire la largeur, c'est aussi une façon d'apaiser la circulation. Voilà. Donc on essaie, vous voyez, mais on peut réfléchir. S'il y a des aménagements qui peuvent à un moment donné faire ralentir, très bien. Après, vous avez des chauffards, vous savez, où vous pouvez mettre des fleurs sur le bord de la route, ça ne va pas les déranger. Donc, mais nous, on est ouvert à essayer de trouver toutes les solutions. Mais je sens quand même le phénomène monter de plus en plus ces dernières années, je le redis quand même. Hein, ça, c'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité, et dans tous les quartiers, c'est pas spécifique aux Jourdain. Je vais faire un petit rappel. Ouais. Moi, je suis un habitant limitrophe de Jourdain, j'habite rue du Paradis. Ouais. Et rue du Paradis, comme je vous ai dit cet après-midi, on a un problème avec ces priorités à droite que personne ne respecte. Et ces excès de vitesse quand ils arrivent du croisement et qui vont en direction de l'école maternelle, l'école en général, où il y a des gens où
grâce aux aménagements qui ont été effectués pour les places de parking, il y a un rétrécissement de la chaussée également dans cette rue et beaucoup de personnes roulent en plein milieu de la voie. C'est-à-dire que si ça ne s'arrête pas dans l'autre sens, ça s'accroche. Ouais, c'est ça. Et là, j'en ai vu cet été, vu que je n'ai pas travaillé cet été pendant une semaine, j'ai regardé, j'ai eu beaucoup d'accrochages, que ce soit sur les véhicules stationnés sur ces places de parking qui sont délimités, soit entre les deux véhicules qui se croisent et qui s'accrochent. Donc c'est peut-être faire un petit rappel. Non mais c'est très bien, c'est bien. Et moi je vous redis ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que quelqu'un de mon équipe va prendre contact avec vous, aller voir sur le terrain comment est-ce qu'on peut aménager ou réaménager pour éviter la dangerosité que vous nous avez signalée. Voilà, ça c'est ce qu'on fait la plupart du temps. D'ailleurs, il est là, c'est monsieur au bout du rang, donc ça tombe bien, et il va prendre contact avec vous rapidement pour voir ça. Voilà, avec nos services évidemment, mais on ira sur le terrain pour voir directement.